j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Ce qu'il nous faut aussi, il nous faut les artistes, il nous faut les youtubeurs. Vous avez compris que j'appelle très clairement à voter contre le Rassemblement national, et puis vous allez sûrement me reprocher pour certains de sortir de mon terrain habituel, qui est le terrain de la science, mais je voulais vous montrer quand même qu'il y a des liens. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va faire une vidéo un peu spéciale, élection législative. Car sauf si vous avez vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous savez normalement que nous sommes appelés à nouveau à investir les bureaux de vote les 30 juin et 7 juillet prochains afin d'élire nos députés. Et si sur cette chaîne on parle d'interface entre science et politique depuis un peu plus d'1 an maintenant, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, il faut avouer que nous n'avons pas vraiment abordé cette question pourtant essentielle qui, je pense, nous a tous titillés un jour ou l'autre. Mais est-ce que les députés qui écrivent nos lois, je le rappelle, basent leurs réflexions, leur travail parlementaire et in fine leur vote sur des connaissances scientifiques? Car sans tomber dans le biais épistocratique qui voudrait confier exclusivement le pouvoir aux sachants, on se rend bien compte qu'il est relativement absurde de légiférer sur un sujet sans se baser à minima sur un corpus de connaissances scientifiques succinct, un peu objectivé, un peu factuel, comme on aime à le dire. Alors, face aux nouveaux choix qui se présentent à nous, y a-t-il des groupes politiques dont les projets sont plus en adéquation avec les connaissances scientifiques sur tout un tas de sujets? D'ailleurs, n'y a-t-il pas des scientifiques élus à l'Assemblée nationale? Et dans la perspective d'un affrontement titanesque entre un nouveau front populaire à gauche, un centre bien de droite en déroute et une extrême droite de plus en plus puissante, vers qui tourner son vote quand on est soucieux de l'adéquation entre connaissances scientifiques et projets politiques? Entre sciences, société et politique, on fait le point sur les législatives, garantie 0% de neutralité scientifique. Bienvenue dans l'argumentarium. Vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous Lorsqu'il y a des faits avérés, il faut quand même regarder la science. Donc c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise de réaliser qu'un expert scientifique en fait verse dans le militantisme politique. Bon, premièrement et avant toute chose, pour cette vidéo, on ne fera pas vraiment de vulgarisation scientifique à base de bibliographie de 10 pieds de long comme d'habitude. Il y a plusieurs raisons à cela, la première étant que ça va être difficile de faire de la bibliographie dans un temps aussi court, mais également parce que, justement, il me semble que dans ces moments électoraux, la force des arguments ne se trouve pas dans leur justification savante et mesurée. Car si la crédibilité scientifique d'un propos est certes importante pour produire des argumentaires politiques convaincants, on va le voir, non seulement elle ne suffit pas, mais en plus, celle-ci peut tout à fait être complètement éclipsée par des discours, des récits et des narratifs médiatiques bien calibrés. Et surtout si ces derniers sont martelés du matin au soir sur tout un tas de médias ou de réseaux sociaux. Alors attention, démonstration empirique. Une première approche pour voir si un groupe politique à l'Assemblée est oui ou non proche du monde scientifique, c'est peut-être tout simplement de regarder s'il y a des scientifiques parmi eux. À première vue, ça n'a pas l'air très compliqué puisque la profession des députés est disponible en open data sur le site de l'Assemblée. Mais on s'aperçoit rapidement que, même s'il existe bien une catégorie professionnelle appelée professeur, profession scientifique, on va pas pouvoir simplement la reprendre comme telle. Et pour une raison simple, les députés renseignent un peu ce qu'ils veulent dans cette case. Et donc parfois, ils se trompent de catégorie ou s'arrangent un peu avec la réalité, selon votre degré de confiance. Bon, en soi, c'est pas si grave, me direz-vous. Il y a qu'à trier dans cette catégorie ceux qui sont vraiment des scientifiques. Et puis voilà, on fait avec celles et ceux qui restent. À vue de nez, il y a quoi, une vingtaine de noms? Ça devrait aller assez vite, non? Eh bien non, ça se complique un peu, parce que si vous suivez un poil l'actualité politique, vous avez dû voir passer à un moment ou à un autre la députée Aurélie Trouvé, du groupe LFI. Et elle, pas de doute, c'est bien une scientifique, diplôme d'ingénieur du génie rural, puis docteur en sciences économiques depuis 2007, maître de conférences à AgroParisTech et autrice de pas mal de papiers sur l'économie et l'agriculture. Voilà, bon, elle coche toutes les cases. Et pourtant, elle n'apparaît pas dans cette catégorie, puisque celle-ci s'est enregistrée comme cadre de la fonction publique, et non comme profession scientifique. Bon, c'est pas grave, il n'y a plus qu'à checker tous les cadres de la fonction publique alors. Merci Aurélie. Et puis, enfin, on voit que non seulement il y a d'autres catégories comme professeurs des universités ou professeurs des facultés, mais qu'en plus, les députés peuvent probablement cocher la case « autre » et remplir un peu comme ils l'entendent. On a donc un professeur de l'enseignement supérieur, et puis on a des obsédés du détail qui vont aller jusqu'à renseigner leur discipline, comme sociologue,
docteur, ingénieur, recherche et développement, et la palme de l'obsession du détail de la profession scientifique revenant à l'insoumise Charlotte Leduc, archéozoologue. Bon, sérieux les insoumis, vous voulez pas juste mettre profession scientifique ? C'est trop vous demander ? Bref, vous comprenez donc vite que malheureusement, il n'y a pas 36 manières de s'en sortir. Faut établir des critères de sélection et se fader une bonne partie du tableur à la main. Non mais personne va faire ça, enfin, ça prendrait des plombes. Alors les critères vont être simples. Si le ou la député est titulaire d'un doctorat qui ne soit pas une thèse d'exercice dans le domaine de la santé, il marque 1 point. Par contre, on va pas commencer à faire le tri entre sciences naturelles et sciences sociales, sinon on va jamais s'en sortir. Un ou une chercheur, c'est ok, quelle que soit la discipline. Et 2, si le ou la députée cumule un doctorat et une carrière universitaire ou académique, même petite, il gagne un point bonus. Bah oui, parce que entre quelqu'un qui a juste publié une thèse et quelqu'un qui a en plus écrit des papiers, enseigné à l'université, etc., il y a une petite différence quand même. Voilà, on a donc un petit barème de proximité avec le monde scientifique. Oui, c'est arbitraire, j'assume. Faut bien choisir des indicateurs à un moment. Bref, après moult recherches allant de quelques secondes à plusieurs minutes par député et un rapport proportionnel au nombre de députés par groupe, un gagnant, très net, se démarque. La France insoumise. Hein ? Bah oui. Mais non, c'est pas possible. La France insoumise, c'est la gauche. Anti-science, voyons. Nucléaire, agriculture, vaccin, tout ça. Et puis ils passent leur temps à beugler sur la place publique, ils conflictualisent tout, ils ne cherchent absolument pas le consensus. Ces gens-là n'ont rien de scientifique enfin. Eh bien, sur la forme, oui, c'est certain que les insoumis font preuve d'une certaine verve, parfois bien fleurie. Et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas forcément à plonger la tête la première dans des controverses scientifico-politiques sacrément inflammables. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont une position anti-science. Car très souvent, tout comme les écolos sur le Lyon-Turin par exemple, il s'agit de prises de position politique sur des grands choix de société impliquant la science. Doit-on réinvestir dans la filière nucléaire ? Doit-on interdire les pesticides ? Ou encore, doit-on imposer la vaccination à telle ou telle population ? Ces questions ne sont pas des débats pro contre anti-science, ce sont des débats de société impliquant la science, comme l'ont rappelé les philosophes Bernadette Bansol-Vincent et Gabriel Dort dans leur ouvrage récent « Les sciences dans la mêlée ». Et on peut être en accord avec les connaissances scientifiques et être en désaccord politique sur ces questions. Et l'expérience peut d'ailleurs vous garantir que vous trouverez des scientifiques avec des positions très diverses pour chacun de ces débats. Sur la question de l'agriculture par exemple, on l'a vu dans une vidéo précédente, la ligne défendue notamment par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts de sortie des pesticides et des intrants de synthèse n'est pas du tout anti-science. Il y a des scénarios de l'INRAE et du CNRS qui montrent clairement que c'est une voie possible, moyennant certains changements dans le système agricole et alimentaire. Et il se trouve que ces changements sont aussi prévus dans ces programmes. Donc c'est ambitieux, certes, on peut ne pas être d'accord avec ces propositions, ok, mais il n'y a absolument rien d'anti-science là-dedans. Et quoi qu'il en soit, il faut de toute façon bien admettre que les insoumis sont représentés à l'Assemblée par pas moins de 6 députés titulaires d'un doctorat, dont 4 ayant poursuivi une carrière académique, à seulement un petit point du groupe Renaissance pour 2,5 fois de députés en moins. Proportionnellement à leur groupe, les insoumis sont donc très loin devant tous les autres. Mais en y réfléchissant bien, il faut reconnaître que ce résultat n'a pas grand-chose de surprenant. La recherche scientifique a toujours été un axe majeur du programme insoumis, l'enseignement supérieur et la recherche ayant même fait l'objet d'un livret thématique dédié en 2022, et assorti d'un plan intitulé « Produire les qualifications et savoirs nécessaires à la bifurcation écologique ». Et d'ailleurs, en aparté, je dois vous avouer que ce plan, il m'a particulièrement marqué pour un truc très spécifique, c'est l'utilisation de la notion de transfert de connaissances. Parce que justement, il se trouve que c'était l'intitulé de mon poste au programme Pirensen. Pendant des années, j'étais chargé du transfert de connaissances. Bon voilà, c'est tellement spécifique comme terme que c'est marrant de trouver ça dans un livret politique. Bref, petit aparté terminé. Et en outre, la réponse du candidat insoumis aux questions de l'Académie des sciences dans le cadre de l'élection 2022 montrait, il faut bien le dire, une bonne maîtrise des mécanismes régissant la recherche scientifique en France, parlant du rôle de l'ANR, du HCERS et du phénomène de publish or perish. Alors évidemment, il y a une vision idéologique très marquée, orientée sur la recherche publique, la garantie de la liberté académique et la fin de la compétition néolibérale, tout ça, vous connaissez le topo. Et chacun est libre d'être politiquement d'accord ou non avec les propositions insoumises sur la recherche scientifique. Mais
Aussi étrange que cela puisse paraître du fait de leur réputation sulfureuse sur la scène médiatique, eh bien ce groupe ne se distingue pas du tout par une approche anti-science, et ce serait même plutôt le contraire. Vous voyez là, de manière assez typique, comment des récits et narratifs médiatiques de crédibilisation ou de décrédibilisation peuvent jouer un rôle malheureusement plus déterminant que la réalité du rapport que peut entretenir une formation politique avec la science. Alors attention, ça veut pas non plus dire que seule cette formation s'intéresse à la science. Je rappelle que Renaissance dispose du plus grand nombre de docteurs en recherche dans l'hémicycle, juste devant les insoumis, même s'ils sont moins représentés proportionnellement. Et historiquement, les scientifiques étaient bien mieux représentés dans ce groupe en 2017, La République en marche ayant récupéré une bonne proportion de cadres venant du Parti socialiste, qui historiquement était lui aussi un parti avec une bonne représentation de scientifiques en son temps. Oui, la gauche et la science, c'est une histoire qui dure, du socialisme du XXe siècle aux insoumis d'aujourd'hui. Et quant aux républicains, même s'ils sont historiquement moins pourvoyeurs de scientifiques à l'Assemblée, eh bien ils envoyaient tout de même régulièrement des universitaires, principalement de certaines disciplines spécifiques, comme le droit, la médecine ou la gestion. Mais bref, sachez que de toute façon, scientifique ou pas scientifique, tout ce beau monde parlementaire dispose d'une structure entièrement dédiée aux questions scientifiques. L'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est une instance composée à parité de 18 sénateurs et 18 députés qui a été mise en place en 1983. Tiens, encore un coup des gauchistes décidément. Et qui a justement pour fonction d'éclairer certaines questions scientifiques dans le but d'aider les parlementaires à prendre des décisions sur un certain nombre de sujets. Il est assorti d'un conseil scientifique composé d'une vingtaine de scientifiques de diverses spécialités et produit des notes, des rapports sur tout un tas de sujets. Par exemple, et pour faire le lien avec ma vidéo précédente sur le plastique, c'est de cet office qu'est sorti le rapport parlementaire Pollution plastique, une bombe à retardement, rapporté conjointement par la socialiste Angèle Préville et le député MoDem Philippe Bollot. Et qui est franchement bien documenté scientifiquement, et qui n'esquive pas les limites du recyclage dont on avait parlé. Bon, évidemment, il y a des controverses sur certaines productions, des critiques en biais de technophilie qui sont émises, pas totalement infondées au vu de la profusion de certains sujets plutôt que d'autres. L'Office est également une structure régulièrement confrontée à l'ingérence des lobbies industriels, qui savent très bien que ce sont dans ces instances particulières que se joue une partie de la crédibilité scientifique des propositions de législation. Mais honnêtement, on va pas se le cacher, c'est une office qui fait plutôt du bon boulot. Et si ça vous intéresse, celui-ci a même fait l'objet d'un petit dossier scientifique dans la revue Histoire de la recherche contemporaine, disponible en libre accès, que je vous mets en description. Bon, ok. Mais du coup, ça veut dire quoi pour les législatives? Que si on veut juste que les politiques se basent sur la science de manière plus ou moins apolitique, on peut voter indistinctement pour la majorité ou le Front populaire? Eh bien, pas vraiment, non. Parce que si vous avez suivi d'autres vidéos de la chaîne, et notamment la deuxième sur les méga-bassines, vous savez maintenant qu'il existe des narratifs politiques à l'interface science politique. Face au changement climatique, par exemple, il y a un affrontement très net entre deux narratifs, le technosolutionnisme d'un côté et le transitionnisme sociotechnique de l'autre. Et ces narratifs scientifico-politiques ne sont pas le fruit du hasard, ils portent en eux une certaine vision idéologique à laquelle va correspondre une certaine vision de la science. D'un côté, celles et ceux qui considèrent que la science doit être un bien commun, public et relativement indépendant des mondes industriels et politiques, vont plus volontiers s'intégrer dans des positions de gauche, écologistes et favorisant la démocratie et la délibération collective. Plus proche d'une science collaborative, voire participative que de compétition élitiste, ces courants s'opposent généralement à la soumission du monde académique à des enjeux de production, d'application industrielle ou de partenariat public-privé. On retrouve ces lignes dans pas mal de programmes et réponses à l'Académie des sciences de 2022 des partis composant le désormais nouveau Front populaire. On les voit ainsi s'accorder sur le recrutement de 10 000 enseignants-chercheurs, voire 30 000 assimilés pour la FI, l'engagement sur l'atteinte des 3% de PIB en financement de la recherche, en allant de 1 à 1,5% consacré à la recherche publique, et puis sur l'assurance des fameux budgets récurrents, qui permettent aux laboratoires de financer des travaux de recherche de manière autonome, sans passer obligatoirement par l'appel à projet ou le financement privé. Et d'ailleurs, au passage, chez les écolos comme chez les communistes, on note la volonté de renforcer l'OPEXT, justement pour aider les parlementaires dans leur travail législatif. Bref, cette approche est ainsi beaucoup plus compatible avec le narratif de transition socio-technique, qui associe les avancées techniques à des évolutions fortes de nos modes de vie et de consommation, même s'il est vrai que les communistes se démarquent par une approche un peu plus technophile que les autres.
Et de l'autre côté, ceux qui considèrent que la science est surtout un outil de production de connaissances donnant un avantage compétitif pour l'innovation technologique vont plus généralement s'intégrer dans des positions de droite, subordonnant la science à une forme d'utilité directe, politique ou liée à l'innovation industrielle. Même si les programmes d'Emmanuel Macron ou de Valérie Pécresse n'étaient pas très développés sur le volet de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'un et l'autre ont pris le temps de répondre à l'Académie des sciences, ce qui permet d'y voir un peu plus clair sur leur ligne politico-scientifique. Et sans trop de surprise, la droite promeut plutôt, à l'inverse de la gauche, le renforcement du financement sur projet, modulé selon une certaine orientation, intégré dans un narratif de compétitivité internationale et associé de manière plus ou moins forte à la recherche et développement du secteur privé. L'engagement des fameux 3% de PIB consacrés à la recherche, du traité de Lisbonne, ne sont pas vraiment pris. On parle ici plutôt en milliards, ce qui est tout de suite un peu plus complexe à évaluer. L'OPEX n'y est pas mentionné, mais on sent que de toute façon, c'est plutôt le côté conseiller scientifique pour le pouvoir exécutif qui est privilégié. Et évidemment, on y retrouve la fameuse poursuite de l'autonomie des universités, c'est-à-dire entre autres le fait de trouver par elles-mêmes des financements pour leurs laboratoires. Bref, la droite est dans la continuité des processus déjà à l'œuvre ces dernières décennies, avec surtout une différence de degré dans les deux approches. Et forcément, cette vision est de fait beaucoup plus compatible avec le narratif technosolutionniste, plus conservateur, voire parfois carrément autoritaire, puisqu'il bloque assez durement tout changement trop profond du système actuel, quand bien même on souhaiterait démocratiquement en changer. Il n'y a pas d'alternative, tout ça, vous connaissez le topo. Alors bien sûr, il y a tout un spectre de petites différences et de diversité d'approches au sein de ces deux gros pôles. Mais globalement, on peut résumer ainsi les blocs de gauche et de droite, ou pour le dire plus simplement, le nouveau Front populaire et la majorité présidentielle. Oui, parce qu'on va pas se mentir, sans vouloir blesser nos amis républicains, on sent bien qu'ils vont un peu moins peser dans le game cette fois-ci. Mais on les remercie chaleureusement pour ce moment Éric Ciotti qui restera probablement dans les annales de la politique française. Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau ? Au passage, si vous penchez plutôt du côté de la majorité présidentielle et que vous êtes un peu choqué par l'utilisation de ce mot autoritaire, je peux que vous conseiller malheureusement d'ouvrir un poil les yeux sur la brutalité avec laquelle s'exerce le pouvoir politique depuis quelques années. Que ce soit face aux mouvements sociaux et écologistes, non mais Darmanin quoi, ou dans la pratique très verticale du pouvoir. Et ça, non plus, finalement, c'est pas si surprenant. Car cette manière d'envisager la science d'un point de vue technosolutionniste, comme fournisseur de solutions technologiques pour une classe politique experte ou pour des industries innovantes et compétitives, elle peut pas vraiment se faire structurellement sans une forme d'autoritarisme exercé à l'encontre de la science, puisqu'il faut pour cela orienter, canaliser, voire brider la fameuse liberté académique. Réduction des budgets non fléchés, mise en compétition des laboratoires, obligation de trouver des partenaires privés, de produire des rapports, des justifications de chaque ligne de budget, de mise en place de projets calibrés, chiffrés et soumis à sélection, notamment dans le cadre des fameux appels ANR, le monde académique se trouve de plus en plus sous pression, soumis à des systèmes de management, d'évaluation et de valorisation inspirés des modèles de gestion des entreprises. Cette politique de la science a été ainsi parfaitement incarnée par la dernière loi de programmation de la recherche de 2020 qui entérinait les CDI de mission, le principe de la recherche par projet et le financement accru de la science par le secteur privé. Quasi unanimement critiqué par le corps académique, les universités, les laboratoires, le CNRS, bref par absolument tous les organes représentatifs du monde scientifique, la réforme était finalement passée un peu au forceps, entérinant à nouveau une manière assez autoritaire de faire de la politique, contre les acteurs directement concernés. Et cela sans même aborder la charge absolument catastrophique en 2021 de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur l'enquête sur le prétendu islamo-gauchisme dans les universités. Sortie qui avait suscité une levée de boucliers absolument phénoménale du monde scientifique. Dans le contexte actuel, il faut dire les termes, la politique menée par Emmanuel Macron vis-à-vis du monde scientifique est brutale. Entre le nouveau Front populaire et la majorité présidentielle, nous avons donc bien là deux projets de politique scientifique bien distincts, y compris dans leur relation avec la science.
Et je pourrais presque en rester là, en mode voilà, faites vos jeux. Mais malheureusement, face aux défis que représentent la lutte contre le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'omniprésence des pollutions diverses, je me sens un peu dans l'obligation de vous dire qu'à mon sens, le narratif technosolutionniste semble de plus en plus dans une impasse, qu'on tente de l'appliquer avec autoritarisme ou pas. Car en ne s'attaquant jamais aux problèmes structurels de notre société basés sur le productivisme et la surconsommation, chaque solution technique sans évolution sociétale ne fera que provoquer, souvent par effet rebond, des nouvelles externalités négatives liées à cette innovation, décalant chaque fois un peu plus tard et rendant un peu plus douloureux un changement qui, de toute façon, semble inéluctable. Et c'est probablement la raison pour laquelle de plus en plus de scientifiques quittent leur supposée neutralité pour s'investir dans le débat public sur les questions écologiques, que ce soit individuellement ou bien collectivement via notamment le mouvement des scientifiques en rébellion. Et on parlera de ça d'ailleurs un jour sur cette chaîne, promis. Donc vous voyez qu'on ne peut pas tout à fait renvoyer dos à dos ces deux blocs et simplement demander aux politiques de juste écouter la science de manière apolitique, comme s'il existait une sorte de science détachée des considérations politiques et surtout des conditions matérielles de sa pratique. Il faut donc vous interroger politiquement et pas seulement scientifiquement. Quelle politique scientifique souhaitez-vous pour demain ? Une plutôt axée sur le transitionnisme socio-technique, un investissement accru dans la recherche publique, le renforcement de l'indépendance académique, ou une politique scientifique plutôt technosolutionniste, conservatrice, axée sur la compétition et l'innovation privée ou semi-privée, dans une démarche de science avant tout utile aux acteurs économiques, politiques et industriels. Waouh! Merci pour cet éclairage très objectif et pas du tout caricatural des projets scientifiques et des visions idéologiques de la science portées par ces deux blocs politiques. On sent bien que toute neutralité a effectivement été jetée par-dessus bord. Ok. Mais bon, de toute façon, t'aurais pas oublié le principal dans cette élection ? L'affrontement, c'est avec l'extrême droite qu'ils se profilent, non ? C'est quoi leur projet scientifique à eux ? Mais vous avez raison, et j'y viens enfin. L'extrême droite pose un véritable problème en matière de politique scientifique, pour une bonne et simple raison, elle n'en a pas, ou plus précisément, elle n'en propose aucune officiellement. Dans la totalité du programme de Marine Le Pen et de ses livrets thématiques sur la santé, l'écologie, l'agriculture ou l'école, c'est assez simple, il y a en tout et pour tout 2 références à la recherche scientifique. Dans le livret écologie, où il y a une proposition de créer des unités de recherche pour les métiers de la transition écologique, et enfin et surtout dans le programme global, où on retrouve une vague trace de lignes idéologiques. On y parle donc d'un fonds souverain qui devra financer la transition écologique et redonner à la recherche fondamentale, à la recherche-développement et à l'innovation les moyens humains et matériels qui permettront de replacer la France dans le peloton de tête des grandes nations technologiques. Et c'est tout. Cherchez pas d'informations supplémentaires, je vous dis, c'est simple, il n'y en a pas. Par exemple, concernant les questions de l'Académie des sciences lors de la campagne de 2022, Marine Le Pen n'avait même pas pris la peine de répondre du tout. Si on reprend notre petit listing des députés scientifiques là aussi c'est simple, il y a tout simplement pas de scientifiques au groupe RN, alors même qu'il s'agit du 2e groupe de l'Assemblée derrière Renaissance, avec 88 députés. Enfin, dernier point, et non des moindres, concernant l'OPEX, à votre avis, quelle fut la contribution des 3 députés RN présents dans cet office depuis 2 ans ? Eh oui, absolument aucune. Sur les 11 notes scientifiques et les 17 rapports produits en 2 ans, aucun n'est co-rapporté par le RN. Et plus généralement, on constate que l'entièreté du programme de l'extrême droite est jugée assez durement, pour ne pas dire complètement disqualifiée par la communauté scientifique. En 2017, par exemple, un communiqué commun de l'ensemble des universités, centres et instituts de recherche français dénonçait ainsi « Le programme de Madame Le Pen est porteur de régression et de déclin sur tous les plans, économique, social, culturel et bien sûr scientifique. Sur d'innombrables sujets, les migrations, la santé, l'environnement et jusqu'à l'histoire de notre pays, les idées véhiculées par le Front National sont en contradiction ouverte avec les évidences indiscutables établies par la recherche et avec la nécessaire autonomie de la communauté scientifique. » J'entrerai honnêtement pas plus que ça dans les détails, car de très nombreux vulgarisateurs, passeurs de sciences et autres journalistes ont déjà, en long, en large et en travers, démontré l'incongruité totale du programme de l'extrême droite au regard de la science. Mais au-delà de ça, je pense que ce serait probablement du temps perdu. Car soyons honnêtes, personne ne vote à l'extrême droite pour des raisons d'adéquation avec la science, et ce, pour une raison simple.
La science n'est de toute façon pas un élément pertinent pour cette formation politique. Et si certains résultats de la science entrent en contradiction avec leur idéologie, eh bien ils les ignorent tout simplement, ou les disqualifient. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'appliquera aucune politique scientifique si elle arrive un jour au pouvoir. Car on a un peu tendance à oublier que l'extrême droite n'est pas un corps autonome et dissocié du prisme politique. Il s'agit de l'extrême droite, je vous rappelle. À défaut d'en savoir plus sur leurs lignes spécifiques, on peut donc surtout s'attendre tout simplement à une politique scientifique de droite extrême. Et c'est vrai qu'on peut effectivement entrevoir une vision finalement assez technophile, compétitive et proche dans les termes de ce que propose la majorité présidentielle ou les républicains, en beaucoup moins abouti. On peut donc imaginer assez facilement que celle-ci promouvra une vision de la science ultra technosolutionniste, ultra tournée vers l'industrie et assez peu garante d'une quelconque liberté académique. Je vous rappelle que la liberté, c'est pas vraiment le concept phare de l'extrême droite. Un autre point à prendre en compte, c'est que la xénophobie fondamentale de cette formation politique aura des conséquences sur l'accueil des étudiants, et notamment des doctorantes et doctorants étrangers, dont plus de la moitié viennent actuellement d'Afrique ou du Moyen-Orient, principalement du fait de la francophonie de ces régions. Mais en plus de ça, il est à craindre que l'on assiste à une charge idéologique particulièrement violente à l'égard des sciences humaines et sociales. Vous vous souvenez de la demande d'enquête sur l'islamo-gauchisme dans le milieu académique qui avait été promise par Frédéric Vidal en 2021 ? Eh bien, un article du Monde de 2023 révélait qu'en fait cette enquête n'a tout simplement jamais été demandée ou même entamée. En d'autres termes, c'était de la com, du flan, un coup de pression médiatique envoyé au monde universitaire par le pouvoir. Mais selon le sociologue Éric Fassin et 6 de ses collègues, ces effets d'annonce ont bel et bien eu des conséquences, notamment en effrayant et en dissuadant certaines recherches. Le résultat de ces campagnes, ce sont des orientations de la recherche abandonnées, des vocations découragées, des thèses qui ne verront pas le jour, des articles, des livres qui ne seront pas publiés, des financements pas attribués, des postes pas créés. Il rappelait également que dans la foulée des déclarations de la ministre, un bloc d'extrême droite avait diffusé une liste des 600 gauchistes et quelques autres complices de l'islam radical qui pourrissent l'université et la France. Avec l'extrême droite aux manettes, pas si sûr que ce type d'attaque médiatique contre certains domaines universitaires se cantonne à quelques coups de menton provocateurs. Attention donc aux limites d'une approche complètement apolitique ou supposément neutre de la relation entre science et politique. Non seulement parce que cette neutralité n'existe pas et n'existera jamais du fait des prismes idéologiques qui habitent nécessairement les groupes politiques et qui leur fait interpréter et tordre, voire ignorer des connaissances scientifiques pour les accorder à leur vision du monde. Mais aussi et surtout parce que la science n'est pas un corps social indépendant du reste de la société. Elle est elle aussi soumise à des choix politiques, de financement, de subordination, d'orientation industrielle ou d'évolution de la société dans telle ou telle direction. Car pour conclure cette vidéo un peu longue mais qui me semblait nécessaire face à la prochaine échéance électorale, je vais vous confier un secret. La neutralité scientifique ne se décrète pas, elle se construit collectivement. Or, la science étant faite par des humains évoluant dans une certaine société, à une certaine époque, avec certaines priorités et certaines conditions d'exercice, elle est toujours irrémédiablement orientée. Et si ce n'est pas à nous de déterminer politiquement les méthodes avec lesquelles les scientifiques travaillent et tentent chacun à leur manière d'objectiver le plus possible le monde qui nous entoure, eh bien, c'est bien à nous tous, collectivement, que revient le choix des conditions politiques dans lesquelles la science s'exerce. Et si vous vous entêtez à tenir une position prétendument apolitique et à ne pas vous prononcer sur les conditions d'exercice de la science au nom d'une très discutable neutralité scientifique, eh bien, soyez sûr que d'autres le feront à votre place.